aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Bérengère Bonte, qui a accepté de venir présenter son dernier livre. Je vais évidemment la laisser le présenter. À défaut de présenter Bérengère Bonte, qu'on ne présente plus évidemment, journaliste bien connu et notamment spécialisé dans le monde politique. Son dernier ouvrage est consacré à une de nos estimées voisines, cliente fidèle, qui est du quartier, du 14e où se trouve notre librairie, et qui se trouve être depuis quelque temps la première ministre, chef de gouvernement du président Macron. Les gens du quartier connaissent un petit peu Madame Borne, mais ils la connaissent justement pour être une personne, sinon secrète, du moins discrète. Et donc, ma première question à l'autrice de cet ouvrage, au fil duquel on apprend d'ailleurs pas mal de choses, non pour autant que j'ai pu juger, qui semblent parfaitement authentiques, peut-être trop de choses, d'après ce que j'ai cru comprendre, qui expliquerait la réaction de Madame Borne et sans doute son absence aujourd'hui, en dépit de son voisinage, puisqu'elle elle a trouvé des raisons de poursuivre votre éditeur à la suite de la publication. Donc la discrète, la secrète, oui, et curieusement, c'est étonnant qu'elle ait pu donc avoir ce type de réaction, parce que le livre n'est pas du tout un livre à charge, c'est une bio bien documentée avec toute une série de témoignages et qui sont tous sauf négatifs à l'égard de notre voisine et première ministre. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle Madame Borne a jugé nécessaire de vous demander de ne pas publier un certain nombre de choses qui figurent dans le livre? Sincèrement non. Sincèrement non. Si ce n'est des raisons, j'imagine, très intimes et qui la regardent et qui sont... voilà, moi ce que je sais, c'est que c'est un livre que j'ai fait, c'est 1 an d'enquête, c'est 80 entretiens, c'est plusieurs centaines d'heures d'entretien, deux longs entretiens avec elle. Elle m'a ouvert les portes d'énormément de contacts très proches d'elle, c'est-à-dire sa sœur, des amis intimes, une partie de son cabinet, les plus proches de son cabinet en tout cas, qui se sont exprimés avec son aval, et elle n'a rien découvert dans le livre, et toute mon enquête et tous les sujets sur lesquels moi j'ai pu enquêter pour ensuite lui soumettre et lui proposer de donner sa version, sa lecture, son regard sur toutes ces choses-là, sont tous des sujets qu'elle a, elle, mis dans le débat public. Et c'est là où l'assignation en justice est honnêtement est assez incompréhensible, parce que tous les sujets qui lui posent problème viennent. Enfin, moi, je pars à chaque fois de déclarations qu'elle a faites elle. Je ne suis pas allée chercher des sujets dont elle ne parle pas. Elle est secrète. C'est pas quelqu'un qui s'étale. Je suis d'accord avec vous. C'est pas quelqu'un qui va poser. Comme Jean Castex a pu le faire à Matignon le soir au dîner avec ses filles pour Paris Match. Elle n'a pas fait ça. C'est pas le genre. Mais quand elle va chez Yann Barthès et qu'elle parle de politique de l'éducation nationale, elle est interrogée en tout cas là-dessus, sur la politique du gouvernement, et qu'elle se met à évoquer longuement son fils, les difficultés d'études de son fils, le fait qu'il ne trouvait pas l'orientation, qu'il était un peu compliqué, etc. Elle ne peut pas évoquer ça d'elle-même, alors qu'on ne l'interroge vraiment pas là-dessus. Hein. Et poursuivre. Et poursuivre. Ah oui, mais non, mais elle ne vient pas comme mère. C'est pas bonjour, vous êtes parent d'élève. Non, c'est bonjour, vous êtes première ministre. Mais très bien, elle a le droit de le faire. Mais en revanche, derrière, on ne poursuit pas en vie privée sur ce thème-là, par exemple, parce que ça, c'est un des thèmes. Et moi, je ne vais pas au-delà, pas beaucoup au-delà de ce qu'elle a dit dans cette émission précisément, et je vais évidemment bien moins loin que ce que m'ont raconté et sa directrice de communication et sa sœur et ses amis proches, etc., sur ce fils, dont j'ai considéré que je n'avais pas à raconter en long, en large, en travers les éléments que je possédais. Simplement, il est important, c'est une biographie. Donc forcément, une biographie, c'est les différentes fonctions, c'est l'histoire familiale, c'est le contexte, c'est aussi, il y a un chapitre que j'appelle les soupapes, c'est-à-dire c'est vraiment la façon dont où elle trouve de l'air dans les fonctions comme ça difficiles. Donc il y a aussi son fils. Donc moi, un éventuel compagnon de vie ou compagne ou ce qu'on veut, quelqu'un, une famille, des sœurs, des frères,
l'environnement. C'est ça une biographie. Mais l'idée, c'est la biographie d'une personnalité publique. Et donc je ne garde de tout ce qu'on m'a raconté, notamment pour revenir à son fils, que ce qui éclaire le personnage public. Et en l'occurrence, quand ce fils était enfant, quand il y a eu cette enfance et cette adolescence compliquée, elle était dans des très gros postes. D'une part à Matignon, sous Jospin, il y a 20 ans, et puis directrice de cabinet de Ségolène Royal, période très 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 difficile aussi. Donc à chaque fois, ce sont des périodes très dures, et le fait de se débrouiller pour accompagner quand même ce fils, etc., me semble éclairant. Et encore une fois, c'est très léger, quoi. Mais ça fait partie du personnage et ça éclaire le personnage public. C'est moi c'est ma seule boussole. Oui, d'autant que ça n'alimente aucune controverse, ni extérieure, ni à l'intérieur. Absolument pas. Mais bon, ça fait partie des passages dont elle demande le retrait. Oui, oui. Bon, ça, en cas de réimpression, plus tard. Donc en plus, soit il y a un problème, soit il n'y en a pas. Oui. C'est une étrange poursuite aussi, pour cette raison. Vous évoquez le fait qu'elle ait été directrice de cabinet de Ségolène Royal. On peut concevoir que c'était une épreuve rude dans son existence. Elle dit que c'est la pire expérience. C'est l'expérience la plus stressante de sa vie. Pas de sa vie professionnelle, quand on de sait sa vie. Ce que nous savons sur Ségolène Royal, voilà. Ça n'a rien de surprenant. Quand on sait, ça c'est peut-être un autre sujet, mais j'explique à quel point c'était tendu, à quel point c'était compliqué d'être la directrice de cabinet d'une ministre qui changeait beaucoup d'avis et dont il fallait assumer les revirements permanents en trouvant des raisons politiques. Bon, si, c'était parfaitement prévu qu'on annule l'écotaxe. Vous voyez, quand vous êtes la directrice de cabinet, dans ce moment-là, c'est compliqué. Je vais pas vous mettre c'est pas simple non plus d'être ministre, hein, mais de votre impartialité journalistique. Donc je non, mais c'est pas une histoire d'opinion. Non, mais moi je vous parle pas de mes opinions, clairement. Hein. Moi, je suis sur des faits. Pour Elisabeth Borne comme pour tous les autres. Moi, j'apporte des faits. Donc, alors, voilà, donc je voulais, moi, pour témoignage, donc, à la fois vous auriez pu venir interviewer ma collègue, sa libraire de quartier, puisque comme vous avez pu voir, c'est une chose qui manque. Non, vous verrez que il y a un passage, il y a un long passage sur les. Je l'ai interrogé sur ses lectures. Qu'elle lit, etc. Absolument. Ça, on confirme. C'est même une des rares de la classe politique parisienne. Et j'en connais beaucoup. Et non seulement ça, mais elle s'est aussi beaucoup intéressée à la vie de quartier de ces commerces et PME, en particulier quand elle a été ministre du Travail, succédant à Pénicaud, sur laquelle je ne ferai pas de. Et vous voyez, si vous me suggérez de l'interroger, vous me dites, tiens, vous auriez pu venir nous interroger ici dans le 14e. Ça, pour le coup, je suis persuadée qu'elle l'aurait poursuivi en vie privée. Ah parce que non mais de son point de vue. J'aurais rien révélé de sa vie privée. Mais moi non plus, je ne révèle, c'est pas le sujet. Si. Pour elle, c'est de la vie privée, manifestement. Sauf que si on avait dans notre échange trouvé des éléments éclairants qui me semblaient éclairants pour le personnage public, j'aurais pu l'utiliser, mais je pense que au même titre que sur son fils, ce que je vous ai raconté, ça lui pose problème, ça aurait été sans doute voilà. Elle ne dit pas où elle habite. Voilà. C'est vous qui dites d'ailleurs. C'est le point. En plus, non mais oui, mais c'est même pas. Bien sûr, mais je veux dire. Cédric Villani au point et d'autres personnes. Bien sûr, mais vous voyez même ça, moi j'ai fait attention. On dit où elle habite, on dit le quartier où elle habite, voilà. Et donc le quartier de la librairie, nous ne précisons jamais où elle habite. Et puis ça n'apporterait rien de donner l'adresse. Non, mais simplement, on aurait pu évoquer un aspect dont je vous ai parlé brièvement, qui n'a rien à voir avec la vie privée, c'est à quel point elle s'est investie très directement et qui explique d'ailleurs le mauvais rapport qu'elle a avec une partie de ses effectifs, de son administration. Alors ça, non mais je ne voulais pas raconter, c'est quand elle est venue, ça va être très bref, c'est pour dire qu'indépendamment d'opinions politiques complètement opposées à Madame Borne, comme je vous l'ai expliqué, c'est notre fidèle cliente depuis 15 ans à la librairie, nous avons d'excellents rapports, mais c'est pas à ce titre-là que nous aurions pu témoigner, c'est au titre du fait que quand elle était ministre du Travail, en dépit d'une totale opposition dans laquelle je pouvais être de toutes les lois passées par son gouvernement ou ceux auxquels elle a participé, y compris sur le travail, elle avait mis en place des mesures qui sont avérées extrêmement positives, qui ont fait faire des progrès énormes sur l'apprentissage. Et toute une série de secteurs de TPE comme les nôtres, de commerce de détail et de proximité, sont très demandeuses d'apprentissage, notamment les librairies.
Et les mesures qu'elle a mises en place ont été extrêmement bénéfiques, mais il y avait un gros problème avec la mise en œuvre par son administration, et en particulier sa cyberadministration. Ça a tourné à la catastrophe. Eh bien, nous l'avons alerté, mes collègues, lorsqu'elle venait acheter, comme tous les samedis pratiquement, ses livres à la caisse. On dit on a des soucis, on voudrait vous en parler. Elle les a entendus, nous avons mis en rapport avec son cabinet. Je ne vous entre pas dans les détails. Nous avons résolu tous les problèmes qui ont permis de développer les postes d'apprentis de manière très efficace, et surtout la prise en compte des mesures par une administration qui était calamiteuse. Elle a suivi ça de près en demandant à un de ses chefs de cabinet de le suivre. Et après l'épilogue heureux, où comme j'ai été quand même directeur informatique pendant pas mal d'années, contrôleur de gestion et autres, j'ai pu lui donner quelques éléments professionnels entre nous de la corporation sur ce qui n'allait pas du tout dans le fonctionnement administratif et cyber-administratif. Elle a fini par faire une audit générale de tous les services concernés, c'est-à-dire la formation professionnelle, l'OPCO, etc. Et vous imaginez que c'était pour dire aux gens, pour démarrer la première phrase de votre livre, je comprends très bien dans quelles circonstances elle leur dit ça, mais ils l'ont mérité. C'est ça que je veux dire. C'était le genre... Quoi, quand elle les engueule? Oui, il faut dire aux gens, puisque... Quand elle les engueule, oui. Quand elle dit, bah, si c'est ça, il n'a qu'à se barrer, il n'a rien à faire dans ce cabinet. Mais c'est un peu le genre de réflexion qu'elle a dû avoir quand elle a découvert l'état calamiteux de son administration. Alors ça, j'en sais rien. C'est ça que je veux dire. Ce que vous me racontez là m'inspire quand même c'est très intéressant, et c'est... on aurait pu prendre cet exemple-là, mais en l'occurrence, j'en raconte d'autres, des événements de ce type. C'est-à-dire qu'elle se nourrit beaucoup, il n'y a pas tant de politique que ça, du peu de quotidien qu'elle arrive à maintenir. Elle adore aller au cinéma, peut-être plus pour être dans la file d'attente du cinéma et écouter ce que les gens en disent, que pour le film lui-même d'ailleurs. Bon, j'exagère sans doute un peu, mais il est arrivé même certains... J'ai le souvenir d'une de ses amies, un soir ils sont allés voir un film qui n'avait pas l'air tout à fait convaincant, enfin, en tout cas à leur goût, mais elle adore être dans la file d'attente, elle adore aller au cinéma, elle adore prendre le métro, quand elle ne le prend plus à Matignon, mais je veux dire à l'époque de la RATP par exemple, elle le prenait, et elle a quelque chose comme ça d'un vrai souci de rester en contact avec une forme de réalité qui n'est pas si fréquente, que beaucoup de politiques prétendent avoir, et qui n'est pas si fréquent de mon point de vue. Et quand vous parlez de l'apprentissage, deuxième chose, là aussi, là pour le coup, il y a un vrai sujet dans les tripes. Il y a quelque chose de très fort qui est lié à son histoire personnelle aussi. C'est vraiment, on a beaucoup parlé du dispositif Un jeune, une solution qu'elle avait mis en place quand elle était au ministère du Travail. Ça c'est vraiment on peut s'interroger globalement sur le positionnement politique, sur une idéologie qui est pas exacte. Enfin, elle n'a pas une charpente politique très forte, mais elle a des sujets comme cela, et ça c'en est un, vraiment. Le travail, la non-assignation sociale, l'apprentissage, et l'idée de faire évoluer notamment les jeunes filles en particulier. Ça, c'est des sujets, et moi j'ai eu des échanges vraiment intéressants là-dessus, avec elle. On peut espérer qu'en regardant cette vidéo, je ne doute pas qu'elle la voit prochainement, Madame Borne abandonnera ses griefs contre vous. Je suppose qu'elle sait en plus que le livre n'est absolument pas une mauvaise pub. Je pense qu'elle le sait aussi. Voilà. Mais encore une fois, ça, je pense que ce genre d'assignation, c'est quelque chose d'assez intime en fait. Ah oui. C'est quelque chose qui est sorti, qui n'a pas vraiment de sens en vérité, voilà, juridiquement parlant. Mais écoutez, c'est son droit. Je trouve ça grave. Hein. Je veux dire, elle est première ministre, c'est une personnalité publique, c'est un livre sérieux, c'est une enquête longue, faite en grande partie, faite totalement en transparence et avec beaucoup de gens à qui elle a donné le feu vert pour parler. Si on ne peut pas publier un livre comme ça dans ce pays, on ne peut plus rien publier. Et donc j'espère vraiment que la justice, là, pour le coup, sera claire là-dessus. Mais on verra bien, jugement le 30 juin. C'est surtout l'intéressé qu'il faut convaincre. En tout cas, ah bah non, parce que là c'est entre la main de la justice. En tant que libraire, et je pense assez objectif, puisque, comme vous le savez, comme Madame Borne le sait parfaitement, comme les gens ici le savent, nous sommes d'opinions politiques radicalement opposées, mais pour les raisons que je viens d'évoquer, il y a une estime réciproque, et surtout qui, à nos yeux, la distingue de la plus grosse partie de la classe politique parisienne, dont je connais bon nombre de représentants. Alors là-dessus, il y a peut-être... Donc il faut lire le livre, parce qu'en plus, il correspond à ce que vous
pas ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est une enquête, une biographie qui est faite sérieusement, qui est bien écrite de manière assez alerte, surtout par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire sous la plume des journalistes. Merci. Je transmettrai. Une exception qui confirme la règle. Mais peut-être y a-t-il des questions? Excusez-moi, je suis arrivée un peu en retard. Est-ce qu'elle l'a relu complètement avant la publication? Non, elle l'a pas. Pas du tout. C'est pas ce qu'on appelle une biographie autorisée. C'est pas une commande de sa part. Moi, je l'ai informée, ça me paraissait normal. Elle allait le savoir dans les 3 heures dès le premier coup de fil. Donc, j'ai informé Matignon. Je leur ai dit voilà. Elle venait d'être nommée à Matignon, 30 ans après Édith Cresson, première femme depuis 30 ans. On ne la connaissait pas et il ne fallait pas longtemps pour regarder son CV et se dire mais nom de nom, qui est cette femme avec un parcours pareil et qu'on ne connaît pas. Donc je les ai informés, je voulais qu'ils sachent et je leur ai dit voilà, le moment venu, moi je mène mon enquête et j'espère qu'à un moment ou à un autre on pourra se parler. Voilà. Donc ça a pris énormément de temps et puis je l'ai vue 7-8 mois plus tard au mois de janvier. Voilà. Et puis alors, dans ces cas-là, vous mettez un cadre très précis avant qu'elle soit d'accord pour faire les entretiens. Donc je leur ai bien expliqué que moi je ne lui ferai pas relire, même pas ses citations, parce que en plus c'est extrêmement fastidieux et je suis à peu près certaine d'en oublier. Si vous voulez, moi je travaille avec un dictaphone. Donc je veux dire, c'est sa sécurité et la mienne. Et on est, moi je pense, tranquille là-dessus. Mais ensuite, s'il fallait, vous verrez comme c'est écrit, c'est truffé de citations de sa part. C'est impossible de faire relire. Voilà, c'est un exercice assez classique chez les politiques qui pose de plus en plus de questions d'ailleurs parce que une fois que les choses sont dites devant un dictaphone, pourquoi faudrait-il le relire? Bon, mais parfois quand la personne le demande et que je m'y engage, moi je le fais. Mais je leur ai dit tout de suite, le personnage principal là en l'occurrence, on va pas s'en sortir quoi. Voilà. Puis encore une fois, tout est au dictaphone. Et si j'ai un doute là pour le coup, si je suis pas sûre d'avoir bien compris quelque chose, etc., je reviendrai vers vous. Mais non, il y a pas de relecture. Et elle était d'accord pour fonctionner dans ce cadre-là. Donc on a fait deux longs entretiens avec dictaphone. Pendant la période tendue, compliquée pour elle de la réforme des retraites. Donc moi je lui suis assez reconnaissante de m'avoir donné un peu de temps. Voilà. Je n'ai en revanche jamais pu avoir le 3e entretien que j'ai demandé pour évoquer on va dire le sujet compagnon qui moi me posait, qu'elle avait mis sur la table. Elle avait révélé l'existence de quelqu'un. Moi j'ai essayé de savoir qui c'était pour savoir si ça avait un sens politique d'en parler. Il se trouve que oui, c'est un homme qui était engagé, qui a été candidat aux européennes, qui était très engagé à gauche. Mais c'est surtout qu'à la fin, je découvre quand je finis par identifier cet homme, qui a été président d'une association anti-mariage pour tous, qu'elle a embauché à la RATP quand elle était présidente. Il y a beaucoup de sujets quand même. Et puis surtout à la fin, je découvre qu'en fait, il revendique lui sur son blog être paxé avec une autre personne, avec une autre femme. Donc en fait, ça n'est pas son compagnon. Donc ils se connaissent bien, ils ont probablement été ensemble à une époque. Enfin, je raconte tout ça, hein, mais je vous assure que chaque mot est pesé. D'ailleurs, ça pour le coup, elle ne le poursuit pas dans son assignation. Donc voilà, mais là aussi, encore une fois, il aurait été prof de voile, c'est pas un sujet. Mais en revanche, puisqu'elle révèle l'existence d'un compagnon, c'est à minima quand vous faites la biographie, la question, de même que je questionne tous les autres sujets. Je questionne aussi celui-là, j'essaie de comprendre qui est cet homme. Moi, j'ai travaillé 1 an quand même sur cette personne, parce que, moi je découvre, et j'espère que les gens qui liront ce livre découvriront, un personnage beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais. C'est lié à son histoire familiale qui est une énorme faille et et évidemment qui est extrêmement douloureuse et lourde à porter. Et puis de cette histoire terrible d'enfance, elle a fait quelque chose voilà, qui est intéressant à observer. Et ça lui donne à la fois une très grande force et une forme de fragilité quand même qui rejaillit régulièrement, y compris, je raconte à quel point elle est en larmes le jour d'accepter, de préparer son discours de passation de pouvoir à Matignon. Je veux dire, elle est submergée par tout ça, mais
c'est intéressant de comprendre. Elle est à la fois très dure au mal. Elle a supporté on a parlé tout à l'heure de la période royale. Elle a une capacité à encaisser, et ça c'est intéressant aujourd'hui de regarder. La période actuelle n'est pas facile. Donc Emmanuel Macron, qui était à l'époque royale ministre de l'économie à Bercy, il a parfaitement vu ça, parfaitement vu à quel point elle pouvait tenir et encaisser, mais presque au-delà du raisonnable. Mais c'est intéressant à comprendre. Enfin, moi je trouve. Et on ne mesure pas forcément. Les gens ont vu cette femme. Un peu physiquement un peu sèche, un peu qui a l'air dure. Ils n'imaginent pas qu'elle éclate de rire. Moi, j'étais stupéfaite le premier rendez-vous qu'on a fait ensemble, alors qu'on ne sait pas trop parfois si c'est un rire nerveux, si c'est. Mais c'est assez étonnant. Enfin, il y a plein de choses comme ça contre-intuitives qui sont intéressantes. Et c'est l'intérêt d'une biographie, de pouvoir regarder aux différentes périodes comment tout ça se passe. Pas juste aujourd'hui, mais regarder la façon dont elle encaisse la dureté de la période actuelle, à l'aune de ce qui s'est passé en 2014-2015 quand elle était chez Ségolène Royal, au cabinet du ministère de la Transition écologique, c'est intéressant. Ça donne vraiment des clés. Comme vous le dites aussi, la polémique autour de ses propos sur Pétain, c'est intéressant vraiment tous les plateaux que j'ai faits là ces derniers jours. C'est moi qui à chaque fois rappelé, mais vous réfléchissez 2 secondes au parcours de cette femme. Donc, dans ce contexte politique d'élabrement quand même assez général, mais à peu près valable pour toute la classe politique et toute la hiérarchie politique, à commencer par le président et tout ce qu'il y a autour et son opposition, vous évoquez la chose, entre autres, à la fin du livre. Je l'ai lu totalement en diagonale, je reconnais, mais ouais, je me souviens parfaitement du début et de la fin. Il faudrait la refaire après, si je peux me permettre, l'interview. Eh bien, la suite de sa carrière, vous évoquez le fait qu'on la voyait, que son entourage, comme beaucoup de gens qui ont fait une carrière politique, la voient comme présidente. Oh, pas tous, pas toujours. D'abord, c'est pas toujours le cas. Oui, mais... et c'est pas tout son entourage, mais c'est une partie, oui. Oui, une partie. Et la double question, c'est quid de son avenir politique immédiat. Alors, on entre dans la conjecture pure, mais c'est encore une fois, une de vos compétences professionnelles émérites. Quid de l'avenir immédiat à Matignon de Madame Borne? Je m'adresse à l'experte aujourd'hui et demain. Et son avenir à plus long terme, à partir précisément de votre expertise et de l'excellente biographie d'elle que vous venez de publier à ce stade de sa carrière. Première question, je pense qu'elle n'est pas partie de Matignon, loin de là, parce que Emmanuel Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée et n'en aura pas plus avec un autre Premier ministre, qu'il n'a pas 15 solutions et qu'il ne peut pas en changer tous les 15 jours. Et que, dernière chose, comme je le disais précédemment, c'est quelqu'un Elisabeth Borne, qui est une dure au mal et qui... quand elle se fixe alors ces fameux 100 jours, non pas pour faire des choses, mais pour les lancer, elle prend ça très au sérieux. Et donc moi, voilà, c'est quelqu'un, elle passe son temps à dire qu'elle veut réparer le pays, qu'elle veut faire. C'est une pure ingénieure. Et donc elle veut faire. Voilà. Donc elle ne lâchera pas. Et je pense que en face... le président n'a pas 15 solutions et ne trouvera pas plus de majorité avec un autre Premier ministre. Donc je pense que, bon voilà, après, c'est aussi le fait du prince, il peut aussi décider qu'il en sera autrement. Il peut aussi se passer quelque chose, il peut y avoir un incident. Voilà, c'est aussi c'est sa responsabilité, hein, je veux dire, c'est son choix. Mais moi, je pense que, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, 14 juillet, on va arriver aux fameux 100 jours et elle va sauter, je ne le crois pas. Son avenir ensuite, moi elle m'a dit qu'elle voulait s'installer en politique. Et c'est pas pour rien qu'elle s'est présentée aux législatives. Donc, est-ce que ce sera à minima dans un cadre législatif, dans un cadre municipal? Moi je la vois assez bien maire. Pourquoi pas, mais en revanche, maire du 14e, mais en revanche, il ne faut pas non plus totalement exclure une hypothèse autour d'une présidentielle dans un contexte qu'on ne peut tellement pas prévoir que c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas l'exclure. Je ne dis pas qu'elle est en train de préparer une officine, qu'elle est en train de préparer une campagne. Voilà, vous voyez, dans le titre La Secrète, il y a aussi ça. C'est-à-dire, elle a très peur qu'on dise qu'elle pense à l'Élysée parce que du coup, Emmanuel Macron penserait qu'elle pourrait être une concurrente.
Oui, enfin lui, il en a plus pour 2 ans. Non, mais Matignon, moi, m'a rappelé pour me dire, arrêtez donc de demander ça à tout le monde. Elle ne veut surtout pas qu'on dise qu'elle pense à l'Élysée. Mais non, mais c'est important. C'est ça la secrète aussi. Tout à l'heure, vous m'avez interrogé sur le titre. Bon, voilà. Et vous disiez secrète ou discrète, ça c'est secret. Voilà, c'est un grand secret. Évidemment qu'elle a de l'ambition. Évidemment qu'elle voulait aller à Matignon. Enfin, tout ça ne fait aucun doute pour moi. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est difficile de prévoir. Et moi, je pense qu'elle a envie de poursuivre en politique, oui. En municipal, en législative, ou sur une autre fonction, j'en sais rien. Mais c'est difficile à prévoir. Mais je pense que oui. Surtout dans la confusion actuelle de l'horizon et du monde politique. Il y aura toujours des élus, hein. Ouais. Bon. Allez, dernière question. Dernière question après. Bon, oui. Moi, je voulais dire que je n'ai absolument aucune sympathie pour Madame Borne. Elle est macroniste. Et Macron, hein, Dieu sait qui il est. Donc, incompréhensible pour moi, elle était soi-disant de gauche. Bon, disons que la gauche, pour ce qu'on en connaît. Mais elle est quand même... Est-ce que c'est simplement le goût du pouvoir? Mais... elle n'est pas du tout de gauche quand elle défend cette réforme des retraites, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'elle était de gauche avec Ségolène? Je la plains pas. Ségolène était Ségolène, quoi. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois comme vous qu'elle n'est pas fondamentalement de gauche. Elle a un fond de valeurs lié à son histoire notamment et aux rencontres qu'elle a faites quand elle était étudiante, des amis plutôt de gauche, mais elle n'a jamais eu sa carte PS, ni ailleurs. Non, mais elle a travaillé avec Lionel Jospin par adhésion profonde à l'homme, à sa rigueur, à sa façon de travailler, à son, on va dire peut-être même son austérité. Je veux dire, voilà. Mais non, mais vous riez, vous me demandez, je vous réponds. Elle est protestante aussi? Non, elle est de. Son père était juif. Ensuite, en revenant de déportation, a plutôt s'est convertie pour se marier avec sa maman, qui elle était catholique, mais elle était entre les deux et elle a dit récemment qu'elle se sentait de la communauté juive. Mais voilà, bon, bref, elle n'est pas protestante en tout cas. Jospin n'était pas plus de gauche que Hidalgo ou que l'essentiel. Ah, moi je crois que Jospin était plus de gauche que Borne. Bon. Bref, aujourd'hui, moi, elle me... Non, c'est aujourd'hui, mais c'est intéressant. Non, oui. Mais moi, vous pouvez débattre de vos idéologies. Moi, je vous raconte juste ce que j'ai compris du personnage. Elle m'a parlé du dogmatisme des 35 heures. C'est quand même un vocable qui n'est pas exactement de gauche. Elle dit qu'elle a changé de ce point de vue-là, que c'était pas... son... Parce que évidemment, je lui ai dit, mais c'est ce que vous pensiez à l'époque, quand vous avez mis en place les 45 heures. Elle était à Matignon, avec Jospin. Elle me dit, non, j'ai changé, ok. Et globalement, ce qu'elle retient, c'est que le collectif, très bien, mais, et c'est là où elle est totalement macroniste, pour moi, dans cet entre-deux, qui est plus du pragmatisme qu'une idéologie quelconque. En regard du collectif, elle dit, je veux qu'il y ait toujours l'idée que les gens se prennent eux-mêmes en main, etc. Et ça, pour le coup, ça nous ramène, je veux dire, on a eu beaucoup d'échanges qui nous ramènent plutôt dans ce qui pourrait s'apparenter à une forme de droite, mais en ce sens, elle est purement macroniste. Elle est très pragmatique, on va dire. Voilà. C'est le goût du pouvoir. Alors, vas-y. Il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui... le goût du pouvoir, c'est une pure... Tu ne fais pas de politique si tu n'as pas, quelque part, un peu le goût du pouvoir. Non, mais quelle est de l'ambition, c'est évident, mais c'est pas au sens... Vous voyez, je lui rends même... Enfin, il faut lui rendre justice là-dessus. Elle a vraiment envie de faire, en fait. C'est une pure ingénieure. Donc, parfois, peut-être qu'elle prend pas toute la mesure de ce rôle politique. Mais elle a envie de faire. Donc, quand elle présente sa liste des 100 jours, là, mais c'est un catalogue. Certains journalistes ont dit, mais il n'y a rien dedans. Mais c'est faux, c'est l'inverse. C'est un catalogue, oui. Il y a plein de choses. Alors, ça manque sans doute on va dire d'une vision politique, d'une direction, mais on ne peut pas lui enlever qu'il y avait des sujets d'éducation, de santé, de police, de justice, une liste à la Prévert. Il y avait plein de choses.
Donc voilà, elle veut faire en fait. Et ça, on va pas lui reprocher. Mais après, le temps du politique est tellement long. Qu'est-ce qu'elle aura réussi à mettre vraiment en place? Pas grand-chose. Elle aura initié des choses. Puis on va bien voir. Fillon est resté 5 ans. Hein. Enfin, Fillon a été à 2 doigts de passer par la fenêtre, si je peux me permettre l'expression, plusieurs fois, hein, notamment en 2010. Et puis il est resté les 5 ans du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc, je sais qu'il n'avait pas de spécialement bon rapport avec Sarkozy. Voilà, donc en fait, ils ont un vrai problème de majorité qui est introuvable. Et ça, tant que cette assemblée restera en l'état, ils pourront mettre tous les premiers ministres qu'ils veulent, ça ne changera pas fondamentalement les choses. Là, je vais couper parce que je finirai sur la fin de l'interview. Je te réponds et on va se servir à boire en vitesse. Il faut arrêter de penser avec ces catégories de gauche et de droite, surtout que tu es bien placé pour comprendre ce que je veux dire. Borne, elle me fait penser typiquement à ce que j'ai connu à l'époque du général. C'était les hauts fonctionnaires du général de Gaulle, qui étaient d'opinions politiques parfois extrêmement variées, même qui étaient, comme j'en ai connu, je ne vais pas vous raconter toutes sortes d'histoires, ça vous intéressera peut-être une autre fois, et où il s'agissait de faire, effectivement. Et on voit bien avec son CV qui tranche avec ceux qui ont fait Sciences Po et autres et qui sont absolument incapables de faire quoi que ce soit. Ce qui est d'ailleurs ce qui nous a amenés dans la situation et qui les a amenés dans la situation où ils se trouvent. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant à vous avez bien mérité de boire un petit verre si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé non plus.